podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. On va parler aujourd'hui d'alimentation équilibrée, mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez, puisqu'on va parler des 5 types d'alimentation qui nous sont nécessaires pour avoir une alimentation équilibrée, d'après Frank Forensich, dont je suis un grand fan, et dans son livre L'animal exubérant. Alors c'est pas son premier livre. Frank Forensich a écrit d'autres livres en anglais au fur et à mesure des années, mais son livre le plus fameux, son best-seller, c'est L'animal exubérant, Exuberant Animal en anglais. Et c'était un livre fondateur dans sa pensée, même si les autres qu'il a écrits avant étaient vraiment très très bien. Je les adore tous. De toute façon, j'ai toute la biographie complète de Frank Forensich. J'adore vraiment tous ses livres. Mais l'animal exubérant a fait qu'ensuite il a appelé son approche, la méthode de l'animal exubérant. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre a fait un peu date parmi les autres. En 2 mots, Frank Forensich, c'est quelqu'un qui a fait des études de biologie et puis qui s'est rendu compte en définitive que la biologie telle qu'on l'apprend à l'université, ça ne lui permet pas de faire ce qu'il veut véritablement faire, c'est-à-dire aider les humains, aider les gens. Et il se rend compte qu'il peut mieux aider les gens à travers le mouvement. Et donc il est devenu professeur de mouvement, d'éducation physique et entraîneur et professeur d'arts martiaux également. Désolé pour tous ces bruits ce matin. J'ai dû reprendre l'enregistrement 3 fois. Il y a les voitures sans arrêt là. Donc je vais bientôt rejoindre les champs, ça ira mieux. Alors Frank Forensich, c'est le premier livre, le livre L'animal exubérant qu'on a publié. On peut dire le livre fondateur de la maison d'édition que je dirige, qui s'appelle la maison d'édition Ressources Primordiales, au pluriel bien entendu. Et c'était un coup de poker pour moi, hein. J'avais ce livre que j'avais lu en anglais encore et qui m'avait été... Alors, c'est pas le livre qui m'avait été recommandé par Gail Denison, c'est que Gail Denison avait quelque part mis une citation de Frank Forensich que j'avais trouvé tellement géniale que j'ai dit, au bout d'un moment, je citais toujours cette citation, je la donnais cette citation. Veuillez consulter un médecin avant de commencer un programme d'inactivité physique, car le mode de vie sédentaire est dangereux pour la santé. Voilà, il réinverse les polarités. Il ne faut pas aller voir un médecin avant de faire du sport, il faut voir un médecin si tu n'en fais pas, parce que c'est dangereux. Et une inversion des valeurs que j'ai trouvé géniale. Donc c'est une citation que j'ai utilisée dans le premier manuel d'IMP, sans connaître Frank, sans savoir qui il était, sans avoir lu ses livres. Puis un jour, je fais une recherche sur Internet, je dis « Ouais, mais c'est qui ce type ?» Et il a écrit des bouquins et tout. Je les ai tous commandés. À l'époque, il y avait 4 ou 5 bouquins. Maintenant, de toute façon, il écrit un bouquin par an à peu près. Donc j'ai lu tout ça, j'ai été emballé. Et puis j'ai dit « Non, mais il faut pourquoi ça n'existe pas en français, ça ? Il faut traduire ce gars, c'est tellement génial ce qu'il écrit. C'est tellement... Alors, on peut considérer que Frank est un des pères du modèle paléo, de la mode paléo qu'il y a eu aux États-Unis. Et voilà, c'est un des premiers qui a parlé de tout ça, et du monde paléo, et de l'importance de tout ça. Et du coup, je l'ai contacté, j'ai dit, écoutez, je voudrais publier votre bouquin. Moi, j'avais déjà une expérience de publication via des manuels de cours. J'ai traduit les manuels de cours de Svetlana Mazgutova, j'ai traduit les manuels de cours de Paul Denison, et publié, édité, fait la mise en page. Donc j'avais l'expérience d'une quinzaine, même un peu plus de manuels, de plus de 100 pages à chaque fois, largement traduits, publiés, édités, etc. Et donc je me suis dit, allez, lançons-nous. Il se trouve que par grande chance, j'ai rencontré, notre secrétaire à l'époque, Anne, avait fait des études et était éditrice professionnelle, fait des études d'éditrice professionnelle. Et elle avait travaillé dans le monde du livre, mais elle avait abandonné ce métier qu'elle adorait parce que c'était à Paris. Tout le monde de l'édition est à Paris. Donc elle a quitté Paris, elle a cherché un boulot et nous on l'a rencontrée par hasard. Elle connaissait ma mère et qui dit voilà, elle cherche un boulot et nous on cherchait une secrétaire et voilà. Et puis on lui a dit écoute Anne, on a envie de faire une maison d'édition, j'ai envie de sortir ce livre et puis d'autres livres qui me passionnent en fin de compte. Évidemment au début elle a dit faites pas ça, il n'y a pas d'argent à gagner dans
le monde de l'édition, etc. Ce en quoi elle a raison. Mais moi, l'idée, c'était pas de gagner de l'argent, c'est de faire connaître la pensée d'un certain nombre de gens, Cathy Bauman, Frank Forencich et des tas d'autres aujourd'hui dont j'ai l'honneur de publier leurs bouquins. Évidemment, le livre de Sally Godard sur les réflexes, ça a été pour nous énorme. Donc, je contacte Franck et je lui dis voilà, je publie votre bouquin et on s'est mis d'accord tous les deux pour publier L'animal exubérant. À l'époque, il estimait que c'était son bouquin le plus important et je suis tout à fait d'accord, mais depuis, il a écrit d'autres livres. On a publié 2 autres livres de lui, Paléo Sapiens et Emmanuel pour bouger. Évidemment, je suis fan. Si ça tenait qu'à moi, je publierais tous ces bouquins. Ils sont tous géniaux, mais c'est pas possible, évidemment. Il faudrait que ce soit tous des best-sellers et qu'on les vende beaucoup, et c'est pas le cas, malheureusement. Alors, je vais vous parler du sujet du jour. Dans son livre L'animal exubérant, il y a un chapitre qui s'appelle Buffet à volonté, qui est sur l'alimentation équilibrée. Franck parle assez souvent de l'alimentation, enfin assez souvent, il parle de l'alimentation, et d'une manière qui est toujours qui prend toujours à contre-pied ce que tout le monde dit, et je trouve ça intéressant. Donc il dit voilà, il y a 5 formes d'alimentation, 5 types d'alimentation. Bien sûr, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a l'alimentation comestible, les aliments qu'on mange, mais il y en a 4 autres, et ils sont tout aussi importants. L'être humain ne se nourrit pas que de nourriture, lipides, glucides, protides, il y a bien d'autres choses dont il se nourrit. Mais commençons par l'alimentation comestible. Alors, l'alimentation comestible, on sait ce que c'est, hein. Ce sont les aliments que nous mangeons lors des repas. Alors dans un autre chapitre, il parle de quel est le meilleur type d'alimentation. Il ne rentre absolument pas dans les détails, il ne rentre pas dans les écoles. Il est suffisamment âgé pour savoir que tout le monde, pour savoir le nombre de modes qu'il y a sur l'alimentation et sur le nombre de recherches scientifiques qui changent et qui se contredisent sans arrêt. C'est très compliqué. Donc lui, il a tendance à dire, si ça existe dans la nature, alors c'est un aliment. Si ça vient dans une boîte, c'est pas un aliment. C'est aussi simple que ça. Il dit aussi, si vos arrière-grands-parents en mangeaient, il y a des chances que ce soit un aliment. C'est pas certain, mais il y a des chances. Si ça n'existait pas du temps de vos arrière-grands-parents, c'est que là, on est sûr en tout cas que ce ne soit pas un aliment. Donc voilà, ça réduit pas mal les choses. Est-ce que les cornflakes, ça pousse dans la nature? Non. C'est un aliment ultra transformé. C'est du sucre plus du sucre plus du sucre, vidé de toute substance, vidé de toute chose comestible. C'est pas comestible. On n'en donnerait pas à nos animaux. On sait que ça leur donnerait le diabète et que ce serait mauvais pour eux. Donc on ne devrait pas en donner à nos enfants, ni en manger nous-mêmes. Voilà, c'est aussi simple que ça, sa logique. Est-ce que ça vient dans une boîte, en plastique, en carton, en fer? Donc c'est pas un aliment. Est-ce que ça pousse dans la nature? Est-ce que ça vit dans la nature? Ou est-ce que ça pousse dans la nature? Non. On ne trouve pas sur les arbres des chamallows. Chamallows, c'est pas un aliment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est de parler des 4 autres, évidemment, sources d'alimentation pour l'être humain. Mais il fallait quand même qu'on dise 2 mots de ce que tout le monde considère comme l'alimentation, mais on ne se nourrit pas que de vitamines, de minéraux et de lipides, glucides, protides. Voilà. Deuxième type de nourriture, tout aussi important pour Franck. Je l'appelle Franck, c'est devenu un ami et il est venu donner des séminaires chez nous. Je trouvais ça génial. La nourriture cinétique. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la base il a fait des études de biologie, puis il se rend compte qu'il n'aidait pas grand-chose à faire de la biologie à l'université et qu'il aidait plus la biologie des gens en leur faisant faire des mouvements et en devenant éducateur sportif et professeur d'arts martiaux. Et ça, c'est la nourriture cinétique. L'être humain a besoin, pour être en bonne santé, de bouger. On le sait aujourd'hui, la première cause de mortalité, c'est pas forcément la nourriture, mais c'est certainement la sédentarité. Alors évidemment, en général, sédentarité entraîne mauvaise alimentation, qui entraîne manque d'énergie et donc plus de sédentarité, et c'est un cercle vicieux. Mais je me rappelle, j'ai déjà dit dans ce podcast, mais un psychiatre à qui je disais, un psychiatre qui m'avait dit, Paul, ça va pas, vous chapeautez la cafetière, autrement dit, vous êtes trop dans la tête, vous cogitez trop, c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin tous les jours, d'aller faire une promenade, vous voyez ce que je suis en train de faire. Alors à l'époque, il m'a donné sa prescription, 20 minutes, obligatoirement minimum, de promenade au quotidien pour que le moral reste bon. Il faut bouger. Alors je lui ai dit, en conclusion donc, le sport, ça fait du bien, que je lui dis. Et lui, il me répond, non, le sport, ça fait pas du bien. Et là, je regarde avec les yeux écarquillés, comment quelqu'un ose dire que le sport, ça fait pas du bien.
Il me dit, c'est ne pas en faire qui fait du mal, parce qu'on est fait pour bouger. Vous voyez, encore une fois, l'inversion des valeurs, absolument géniale. Non, faire du sport, ça ne fait pas du bien. Le bon terme, c'est pas faire du sport. Bouger ne fait pas du bien. C'est le manque de mouvement qui est délétère pour la santé, parce qu'on est fait pour bouger. Donc si on ne fait pas ce pourquoi on est fait, forcément, ça ne va pas bien. J'aime bien dire, voilà, si un poisson ne nage pas, il ne va pas aller bien. Et on va lui dire, est-ce que tu nages? Non. Bon, nage un peu, ça va te faire du bien. Un oiseau, est-ce que tu voles? Non. Un chien, est-ce que tu renifles? Non, on va renifler en courant. Voilà. Un chat, est-ce que tu grimpes aux arbres? Bref. Vous avez compris l'idée. L'être humain est un bipède, fait pour bouger. C'est un primate, particulièrement doué pour grimper, sauter, courir, nager, faire plein d'activités physiques, danser, etc. Si on ne fait pas tout ça, si on passe, statistique française, là, les adultes, plus de 7 heures par jour assis sur une chaise, forcément, il y a un truc qui va clocher. Non pas parce que le mouvement fait du bien, mais ne pas en faire fait du mal. Donc la nourriture cinétique est indispensable dans nos vies quotidiennes. Et une grande étude française, là, nous dit, recommandation officielle au niveau du gouvernement, on devrait faire, recommandation officielle, vous imaginez à quel point ça ne va pas être suivi, une pause de 5 minutes de marche toutes les 30 minutes pour nos enfants, pour nos adultes. C'est la recommandation officielle. Les études ont mis en évidence que c'est la meilleure chose à faire pour lutter contre les maladies liées à la sédentarité. 5 minutes de marche. Ils ont testé différents types de mouvements, les squats, ils ont testé la muscu, ils ont testé plein de trucs. Leur conclusion, c'est de dire la meilleure chose à faire, c'est 5 minutes de marche, de promenade, toutes les 30 minutes. Vous vous rendez compte à quel point le besoin de bouger, la nourriture cinétique, est inhérent au corps humain, et que le fait d'aller à l'école, le fait de rester assis derrière un bureau, derrière nos écrans, nous bousille la santé en profondeur, la posture, le moral, le cœur, les poumons, les différentes glandes du corps, la musculature, le squelette, tout ça a besoin de mouvement. La nourriture cinétique, pour Franck, c'est évidemment c'est l'exercice physique, c'est le fait de faire du sport, quelles que soient les activités que vous aimez faire, du pilates, du yoga, du cardio, comme on dit, de la course à pied, de la natation, peu importe. Mais il parle d'une activité qui est très importante, c'est la danse. Dans les peuples premiers, dans les peuples tribales, etc., ils ne font pas du sport, évidemment, parce que leur mode de vie est déjà intense. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils passent du temps à aller cueillir et donc à se promener, à grimper, à marcher de plusieurs heures d'affilée, et puis à chasser, donc on voit bien, ou à pêcher, ou bref, d'aller dans l'eau pour pêcher, etc. Donc on voit bien l'implication corporelle physique intense. Donc quand on peut se reposer, on se repose. Ce serait complètement inenvisageable et fou que tout d'un coup, après la chasse ou après la journée à passer à cueillir ou à fabriquer des huttes et des cabanes et des machins, on se dise « Ah tiens, je ne sais pas quoi faire, on va aller faire de l'exercice physique ». Non, évidemment, leur vie est exercice physique. Mais en revanche, qu'est-ce qu'ils vont faire pour libérer les tensions, pour travailler le corps et tout? C'est qu'ils vont, dans tous ces peuples, beaucoup danser. Et quand ils dansent, c'est pas comme nous, 1 heure ou quoi, c'est toute la nuit, parfois des jours d'affilée. On va jouer de la musique et on va danser, des danses qui miment différentes choses, qui miment la chasse justement, qui relient les gens entre eux et pas qui les séparent. Ça, c'est très intéressant, cette notion de danse. Et quand on regarde les différentes danses traditionnelles, tribales, etc., on voit que toutes les articulations sont sollicitées, que ça mélange à la fois de la muscu, du cardio, de l'étirement, etc. C'est extrêmement complet, c'est un exercice très très chouette et pas étonnant qu'on trouve des modes chez nous de danse africaine, de danse orientale, de danse traditionnelle. On sait bien que ces danses font du bien au corps et à l'âme. Et c'est très intéressant, c'est revenir à ses origines. Et en général, dans ces danses traditionnelles, tribales, on a une composante aussi spirituelle qui est très forte, avec une symbolique, avec un lien à la terre, à l'espace, au cosmos, etc. On va danser des choses précises. Voilà. On est loin de nos danses d'égoïsme, de repli sur soi, de petitesse, de nombrilisme, de c'est moi le plus beau, etc. On est à l'opposé. Nous sommes dans une société de l'ego, et les sociétés tribales sont des sociétés de la tribu. On a besoin de la tribu pour survivre. Donc ça, c'est la deuxième forme
forme de nourriture. Donc la question à se poser tout de suite, c'est ok, est-ce que j'ai une alimentation équilibrée? Donc ça veut dire, est-ce que dans ma vie j'ai des aliments, des bons aliments qui viennent de la nature, qui poussent ou qui courent dans la nature, que je peux manger? Et la deuxième question, c'est est-ce que grâce à cette nourriture, je bouge, je cours, je saute, je grimpe, je nage, je fais différentes activités physiques? Est-ce que j'implique mon corps? Est-ce que j'implique mon corps dans mon environnement? C'est la nourriture cinétique, kinétique. Est-ce que je sollicite au quotidien mon système vestibulaire, mon système proprioceptif, mes deux pieds, mes deux mains, ma tête, mes yeux? Est-ce que ça bouge? Donc voilà, au bas mot, évidemment, la promenade, en balade avec Paul, mais aussi des tas d'autres activités. Nos corps de sapiens, d'homo sapiens, peuvent faire une foultitude de choses. C'est absolument passionnant, c'est absolument génial, tout ce qu'on peut faire. Et donc, allez-y, foncez. Et souvent, quand les parents me demandaient dans le cabinet, ou les gens, mais quelle est la meilleure activité? Est-ce que c'est la course à pied? Est-ce que c'est la natation? Est-ce que c'est le judo pour mon fils? C'est quoi la meilleure activité qui est bonne pour lui, qui serait bonne pour lui? Alors évidemment, en général, les gens, ils ont en tête, vu ce que vous avez vu de mon enfant et tout, à votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire comme activité? Vous savez que la seule bonne réponse, c'est ce qu'il aime, ce que vous aimez, ce qui vous donne de la joie au cœur, voilà, là où vous retrouvez de l'énergie. Ça doit vous donner de l'énergie, pas vous en prendre. Évidemment, on fait du sport, on est fatigué après la séance de sport un petit peu, mais c'est pour un mieux et c'est pour une énergie, c'est pour une joie intérieure et des tas de sensations agréables en définitive. Si vous aimez, comme on dit, soulever de la fonte, soulevez de la fonte. Si vous aimez courir, courez. Évidemment, dans l'idée de Franck, c'est qu'il faut varier les nourritures cinétiques. Notre corps aime bien courir, aime bien soulever, aime bien faire plein de choses. Et cherchons pas à être hyper performants dans un domaine, mais cherchons à être polyvalents, voilà, pour activer un petit peu tout. Évidemment, si vous avez besoin de vous remettre en route, les resets sont faits pour vous. Les 5 resets de Original Strengths. J'ai fait un podcast j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur les resets de Original Strengths. Écoutez-les et pratiquez ces 5 resets qui vont vous... Pourquoi c'est important pour nous de dire ça? Parce que c'est comme ça que le bébé met en place les choses, par ses mouvements de base, de respiration, contrôle de la tête, retournement, balancement à 4 pattes et tout ce qui est mouvement croisé. Et donc ça va vous donner une bonne base, quelle que soit l'activité que vous vouliez faire, y compris la danse, si c'est la danse que vous voulez faire. Et donc le bébé, lui, il met en place sa motricité par ces différents mouvements primordiaux. Donc retourner à ces mouvements primordiaux s'il y a besoin avant de se lancer dans autre chose. Donc ça, c'est deuxième forme de nourriture, la nourriture liée au mouvement, on va dire la nourriture cinétique, ou on peut dire les deux, kinétique ou cinétique, avec un C ou avec un K. Les deux se disent, c'est tout à fait pareil. Mais c'est pas tout, l'être humain se nourrit d'autres choses. Troisième forme de nourriture pour Frank Forensich dans son livre L'animal exubérant. La nourriture sociale. Voilà, on ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas vivre bien sans les autres. On a besoin des autres pour exister. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de la tribu. Aujourd'hui, dans notre monde comment on pourrait appeler, de la méga tribu interconnectée planétaire, on vit une solitude sans précédent de toute l'histoire de l'humanité, dans une société soi-disant ultra connectée, hyper connectée. On n'a jamais autant souffert de solitude, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les adultes. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur un modèle de société qu'on a décidé récemment, qui était le modèle nucléaire. Une famille, c'est un papa, une maman et 1 ou 2 enfants. Ça n'a jamais existé que depuis que je suis petit, que depuis vous et moi sommes nés. Ça n'a jamais été comme ça. Avant, on vivait avec les grands-parents, avec les oncles, avec les tantes. Alors quand je dis avant, du temps de l'agriculture, on avait ça. Voilà, tout le monde se connaissait au village, tout le monde pouvait aider tout le monde. Connaissait tout le monde. Et puis il y avait des interactions très fortes les uns avec les autres, et on était solidaires parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas s'en sortir. Avant l'agriculture, qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, qui vient juste de sortir, c'était le mode de vie de récolteur, chasseur, récolteur, glaneur, cueilleur, pêcheur. Et là, c'était la tribu. C'était toujours la tribu. Ce mode de vie nucléaire est apparu vers la fin du 19e siècle, et puis avec les villes,
la révolution industrielle, puis informatique, etc., on s'est de plus en plus isolé. Aujourd'hui, nos personnes âgées se retrouvent donc seules, soit chez eux, et puis très vite, s'ils ne peuvent pas être indépendants, ils vont se retrouver dans des EHPAD. On vit une solitude où là, il y a une autre... C'est pas la même forme de solitude, ils sont coupés de leur famille, mais bon, au moins ils rencontrent d'autres gens. Mais on sait aujourd'hui la dépression que ça génère, le suicide que ça génère, que ce soit chez les personnes âgées, chez les jeunes. On vit beaucoup la solitude. L'être humain, pour être en bonne santé, pour être heureux, ne peut exister véritablement que dans un monde social, que grâce à une vie sociale. Et on le voit très clairement, plus les gens ont des connexions sociales directes, et plus ils peuvent s'en sortir quand il y a des coups durs, ils peuvent partager aussi leurs joies et leurs difficultés, et donc plus ils sont en meilleure santé, ils vivent plus vieux. Et effectivement, plus on vieillit, plus c'est important d'avoir un réseau autour de soi. Et évidemment, c'est pas quand on a 70 ans qu'il faut qu'on va commencer à créer des interactions sociales, c'est quelque chose qui se crée tout au long de notre vie. Donc la vie en société, la vie sociale, les connexions, pas à travers les écrans. Ça peut être un outil, je ne dis pas le contraire, c'est sans doute mieux que rien, mais les humains ont besoin de se prendre dans les bras les uns des autres, de croiser les regards, de sentir leurs odeurs, de partager des repas ensemble, de danser ensemble, de chanter ensemble. C'est hyper important pour nous. Donc là, est-ce que dans ma vie, et d'ailleurs les études en psychologie montrent que les gens qui ont un réseau social fort, qui ont une vie sociale forte, sont moins dépressifs et en meilleure santé que les autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez, qui est important, et vous le voyez bien à l'adolescence et dans l'enfance, cette histoire de copains, d'amis, de clans est tellement important pour me définir. Voilà. Et donc ça, c'est troisième forme de nourriture, donc nourriture comestible, nourriture cinétique et nourriture sociale. Alors il en reste deux autres. Qu'est-ce que ça peut être? Sacré Franck, qu'est-ce qui nous réserve? Est-ce qu'on dit qu'on garde le meilleur pour la fin? Oui, non, mais tout est aussi important les uns que les autres, évidemment. Sans nourriture comestible, on ne peut rien faire du reste. Donc tout est aussi important. Alors, la nourriture expérientielle. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, si je n'ai pas traduit comme ça dans le bouquin, je n'ai pas osé mettre ce mot expérientiel. Mais c'est basé sur l'expérience. C'est-à-dire que les humains ont besoin de faire l'expérience de choses, de ressentir des choses dans leur corps. Les êtres humains ne peuvent pas se contenter d'être passifs. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, la plupart de nos hobbies, c'est de la passivité. C'est regarder des écrans, c'est là où je veux en venir. C'est de la passivité. Ça va plus loin. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes et l'IA qui accaparent notre temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression tristement devenue célèbre. On n'a plus de cerveau disponible. Les écrans nous happent. C'est évidemment pourquoi j'ai enlevé de mon téléphone il y a zéro réseau social. Et quand par malheur de temps en temps je vais aller voir exemple l'Instagram de l'IMP où il n'y a rien, si ce n'est que le logo de l'IMP, je vois que je peux être tout de suite happé pendant très longtemps si je ne fais pas gaffe par ce que me propose l'algorithme Instagram, qui est, il faut avouer, extrêmement fort, qui est plus fort que nous. Évidemment qu'il est plus fort que nous, puisqu'on utilise plein d'informaticiens très malins, des neuropsychologues très malins, chèrement payés, pour développer avec du neuro-hacking, des neuro-hackers, comment faire pour bousiller notre cerveau, créer de la dopamine et nous rendre dépendants. Donc c'est volontairement fait. Comment un être humain tout seul dans son coin derrière un écran, qui est peut-être en stress, qui est fatigué après le boulot, qui est ceci, cela, peut lutter contre une armada de gens, d'ordinateurs, d'algorithmes faits pour sursolliciter son attention, créer du clic et générer du fric. Donc en fait, le seul but des réseaux sociaux n'est pas du réseau social, le seul but c'est de faire du fric. Et d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde essaye de faire du fric et donc met des posts qui va attirer le chaland de la manière la plus violente, agressive, stupide qui soit. Le but est de faire appel à nos instincts les plus bas pour créer du clic et créer du pognon. C'est pourquoi je sais que nous sommes en train de
de perdre le combat avec Ludivine par rapport à l'IMP et par rapport à tous nos concurrents. On se refuse à faire ça. Et donc nos concurrents le font. Bon, alors tant pis pour nous, mais je préfère, je préfère ça que trahir mes valeurs. Alors on continue à faire des vidéos et des trucs qu'on estime de qualité, pour partager nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais le clic, la violence des réseaux sociaux, morale, émotionnelle, ne correspond pas à notre philosophie. Donc on n'arrive pas à s'abaisser à ça. Et pourquoi ? Parce qu'on préfère faire des choses plutôt que de passer notre temps à créer des posts et des heures. Parce que ça prend du temps, les gens qui font ça, c'est un véritable boulot. Il faut plusieurs heures pour créer quelques posts qui donnent envie de cliquer, et puis avec tout ce qui va bien, etc. C'est un vrai travail, là je ne dis pas le contraire. Mais je préfère faire cette balade avec vous, je préfère créer des nouveaux cours, étudier, apprendre de nouveaux séminaires, travailler avec des experts au niveau international, aller faire du sport et passer du temps avec ma compagne, Ludivine en l'occurrence, aller jardiner, faire des choses réelles plutôt que virtuelles. Je reprends le bon mot malheureux encore de la fondatrice de Si j'ai peur de France. Bonjour madame, qui est Lamia Msellali. Et Lamia Msellali, elle dit aujourd'hui on détruit le réel pour le virtuel, c'est-à-dire qu'on détruit la planète pour qu'on passe du temps à nos ordinateurs derrière des réseaux sociaux qui est du virtuel. Voilà. Aujourd'hui, le virtuel tue le réel et on ne fait plus l'expérience avec les gens. Donc je reviens à mon sujet. Là, l'importance, le besoin que nous avons de faire des expériences, d'être dans notre corps. Les psychologues sont unanimes. Les travaux sur le flow, vous savez très bien que l'auteur a un nom imprononçable des pays de l'Est, c'est Michael Csikszentmihalyi. Je ne peux pas le prononcer ni l'orthographier, j'en suis vraiment désolé, le pauvre. Mais qui a écrit, ça fait partie du courant de la psychologie positive, qui ont mis en évidence que les moments où l'être humain est le plus heureux et le plus épanoui et va le mieux, c'est qu'on est dans un état dit en anglais de flow, de flux, où on ne voit pas le temps passer, où on est impliqué dans quelque chose. Et il se trouve que ce quelque chose, c'est quasiment tout le temps une activité physique, une activité où le corps est impliqué, une activité expérientielle. C'est là que, quand vous êtes derrière un écran, vous allez passer un temps infini dans lequel on ne fait pas l'expérience corporelle de quelque chose. On rentre dans un flow, mais qui n'est pas un véritable flow qui rend heureux. C'est pas le flow tel que le définissent les experts en psychologie positive. On est dans un état alpha du cerveau, on est plutôt en état d'hypnose. Ça n'a rien à voir avec le flow, qui est quelque chose où je fais des choix, où je suis impliqué, où je décide de mes interactions avec mon environnement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans quoi je m'implique dans la vie ? Une autre chose que la psychologie positive a mis en évidence et qui est hyper importante, c'est que les gens, une des choses qui nous rend le plus heureux, très bizarre, alors c'est pas bizarre quand on comprend l'humanité, la préhistoire, etc., et la tribu, c'est de rendre service. Rendre service est une des choses qui rend le plus heureux. Alors ils font des expériences en psychologie, comme ils font quelqu'un qui marche devant vous et puis qui fait tomber volontairement son portefeuille ou quelque chose, et donc vous allez attraper le portefeuille et puis vous allez le rendre à la personne. Si après on vous interroge plus tard dans la journée, vous avez été beaucoup plus heureux que si vous n'aviez pas eu cette interaction. Vous avez rendu service à quelqu'un et ça vous a véritablement rendu heureux. Et c'est pas pour rien que les personnes âgées, beaucoup de personnes retraitées, je devrais dire, vont faire du caritatif, vont participer à des associations, n'importe quoi. Et le milieu associatif en France est très développé, c'est une bonne chose, parce que ça va leur permettre de faire évidemment des interactions sociales et l'expérience de choses. Ils vont s'impliquer dans quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui viennent nous voir, soit lors des formations, qui viennent faire nos formations, ou qui viennent nous voir en séance individuelle, parce qu'ils font un boulot, en général le boulot qu'on a choisi suite à l'école, voilà, on a fait des études et puis on a fait ce boulot. Mais c'était pas forcément un choix, c'était souvent un choix par défaut. Aujourd'hui, c'est encore un algorithme qui va décider de notre futur, avec le Parcoursup ou je sais pas quoi là. C'est un algorithme, voilà, qui refuse de rendre public. C'est-à-dire, c'est une des choses les plus importantes pour tout l'avenir de notre société, mais non, c'est secret défense. On ne doit pas savoir comment cet algorithme oriente les enfants. Je ne sais pas si on se rend compte du scandale que c'est, mais bref.
Et les gens font un boulot qu'ils n'ont pas forcément choisi par défaut. C'est très difficile. En général, on fait le choix au moment du bac, donc à peu près vers 17-18 ans. Il faut savoir ce que tu veux faire plus tard. Waouh, on sait à peine qui on est. C'est très difficile. Et donc, on commence à faire un job, mais on s'y épanouit pas forcément. Et puis arrive la fameuse crise de la quarantaine, où là, on se remet en question. On dit, j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui a de la valeur, qui m'implique, où je suis impliqué. L'être humain a besoin de faire l'expérience de choses. Et malheureusement, pour nos adolescents, parfois, ça implique faire l'expérience de choses violentes ou drastiques. Mais nous aussi, on a besoin de s'impliquer dans des choses, d'expérimenter. Donc évidemment, ça regroupe des choses qu'on a déjà dit, faire du sport, des activités. Les gens se disent, tiens, je vais me lancer dans un marathon, etc. Donc bien sûr, là, je fais du sport, je crée des interactions sociales et je m'implique dans quelque chose. Je vois des gens... j'ai vu des gens qui quittent leur boulot parce qu'ils s'ennuient au boulot. Parce que on est bien payé. Et je me rappelle de gens qui pointent, qui disent bah, on fait rien, il n'y a rien à faire, on doit attendre toute la journée et tout. Nous avons besoin d'être physiquement, psychiquement, émotionnellement impliqués dans ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle expérientiel. On a besoin de faire l'expérience de choses. Et ça, c'est majeur. Quel que soit notre âge, on a besoin d'une implication. Corps et esprit. C'est là qu'on rentre véritablement dans le flow, qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on est heureux d'être vivant. Waouh, on a fait un jeu de société, par exemple, à plusieurs, ou parfois lors d'une activité sportive, où on rentre, on est à fond dedans, où on ne voit pas le temps passer avec des amis. Donc, il y a une implication expérientielle. Enfin, dernier type d'alimentation. Pour Frank Forencich, pour avoir une alimentation équilibrée, il nous faut aussi, et c'est absolument majeur, l'alimentation de la biophilie. Enfin, ce qu'on appelle la biophilie. C'est-à-dire l'amour de la nature, en quelque sorte. L'être humain ne peut pas être épanoui sans contact avec un environnement lié à la nature. Alors, je dis l'être humain, en fait, c'est un peu stupide, hein. Il faudrait dire les animaux, les plantes, les êtres vivants ont besoin d'interaction avec leur milieu, avec la nature. Et on ne peut pas être pleinement heureux, on ne peut pas être pleinement en bonne santé sans des interactions avec le monde du vivant, le bio, et sans amour de la nature. Ce n'est pas possible. Alors il y a des études, hein. Attention, hein, c'est très sérieux ce que je dis, pas juste ah là là. Il y a des choses très sérieuses. Par exemple, c'est vraiment un succès d'année, mais si on met un fond d'écran qui représente la nature plutôt qu'un fond d'écran qui représente des voitures, même si vous êtes fan de voitures, eh bien votre niveau de stress sera moins élevé si vous avez quelque chose qui représente la nature plutôt qu'un fond d'écran qui représente une machine ou un truc abstrait. Il en va de même avec des études qu'on fait à l'hôpital qui sont très intéressantes. Les gens dont la chambre donne sur des arbres, donc la chambre d'hôpital donne sur des arbres, sortent plus tôt et se rétablissent plus vite que les gens dont la chambre donne sur la rue ou sur la cour où il n'y a pas d'arbres. C'est des choses qui avaient été observées par hasard et puis qui a été formellement étudiées. Même chose, si les enfants de là où ils sont à l'école peuvent voir des arbres, eh bien ils sont plus concentrés, ils ont de meilleurs résultats scolaires que si ce n'est pas le cas, que s'il n'y a que du béton qu'ils peuvent voir. Ça va très loin, hein. Au Danemark, la loi impose que pour construire une école, il faut que tous les enfants de la classe, où qu'ils soient assis dans la classe, puissent voir la nature à l'extérieur. Quand nous, on va occulter les fenêtres des écoles de nos enfants pour soi-disant qu'ils ne soient pas déconcentrés par ce qu'il y a à l'extérieur, quand la science nous dit l'exact opposé. Évidemment, si tu réfléchis 2 minutes, tu sais qu'un animal qui est élevé en cage s'en sort moins bien qu'un animal qui est élevé dans son environnement naturel. Alors sans aller jusque... Et pourtant, c'est ce pourquoi je milite et que je pense qu'il devrait y avoir l'école hors les murs. L'école devrait se faire à l'extérieur. On parle de l'école de la forêt, école hors les murs, école, sauvage ou quoi que ce soit. Lisez à ce titre le livre qu'on a aussi édité qui s'appelle « Grandir sauvage »
de Cathy Bauman. Lisez ce livre, franchement, lisez ce livre, Grandir sauvage. Même si vous n'avez pas d'enfants, le titre peut croire que c'est que pour les enfants. Vous allez voir à quel point on est tous concernés. La biophilie est une des choses les plus importantes. Apprécier l'environnement, apprécier la nature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on n'est plus en contact avec la nature. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. L'inconnu, c'est la plus grande peur qu'il y ait pour l'être humain. La peur de l'inconnu. J'ai simplement vous donner un exemple vécu pour la peur de l'inconnu, même si je m'éloigne un peu du sujet. Hier, la fille de Ludivine, elle fait ses études et hier, dans la relation d'aide, et hier, dans leur école, sont venus des éducateurs avec des personnes, des enfants autistes et des enfants porteurs de trisomie 21. Et elle est rentrée le soir, elle dit « Waouh, incroyable, comme ils sont sympas, comme ça me donne envie de travailler avec eux. » Elle ne connaissait pas avant. Elle n'avait pas rencontré des personnes atteintes de trisomie 21, malheureusement, à l'âge de 16 ans, bientôt 17 ans. Ni des personnes étiquetées autistes qui se présentent comme telles et disaient « Ah, ils sont trop sympas, ils sont trop ceci, cela ». Et elle était enthousiaste. Avant ça, c'est la peur de l'inconnu. Non, j'ai peur de rencontrer des personnes en situation de handicap dans le bus ou quoi. Et là, tout d'un coup, on va à la rencontre. C'est la même chose pour la nature. C'est ça le parallèle que je veux faire. Aujourd'hui, dans nos villes isolées, sans nature, les gens derrière leurs écrans, en ayant en contact dès l'enfance que des objets en plastique, des jouets en plastique, du plastique autour de soi, de l'artificiel, de l'industriel, il n'y a pas cette connexion-là. Et du coup, comme je ne connais pas la nature, elle me fait peur. Elle dérange. Alors si j'ai un jardin, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit ordonné. Je vais à un voisin qui n'est pas content du tout parce qu'il y en avait un bout de branche d'un arbre qui pousse dans notre jardin qui a traversé le grillage et qui allait chez lui. Ce bout de branche faisait moins de 10 cm, je vous promets, moins de 10 cm. Et il m'alpague par la fenêtre, il me dit « Est-ce que vous pouvez enlever cette saloperie ?» Donc sur le moment, je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Cette saloperie, il me dit « Là, cette saloperie !» Et sincèrement, après, qu'est-ce qu'il veut dire m'enlever cette saloperie? Est-ce que j'ai une bouteille en plastique, des ordures de mon jardin qui vont chez lui, je sais pas. Et au bout d'un moment, je comprends que c'est ce bout de branche qui dépasse. Il me dit là. Alors je cherche, je dis quoi? Ça là, cette saloperie. Et je dis ça là, ce bout de branche. Donc je coupe avec mes doigts le bout qui dépasse. Il dit oui. Et puis vous savez, ça, cette saloperie là, cet arbre là, c'est pas un truc que votre prédécesseur, parce que nous on vient d'aménager, que votre prédécesseur a planté, c'est venu tout seul, c'est de la saloperie ça. Voilà, ça c'est le sauvage fait peur, l'inconnu fait peur. Si je l'avais planté moi-même, alors c'est quelque chose que je maîtrise. Mais la peur de l'inconnu, alors il faut que, c'est comme ça qu'on dit dans la campagne, il faut que ça soit propre, il faut que ça ait l'air propre. Pourquoi? Parce que le sauvage fait peur. Si, pour le paysan, il faut se mettre dans la peau du paysan, je suis pas critique négatif ici. Le paysan, il a son champ. Si son champ se fait envahir par ce que lui va appeler les mauvaises herbes, les indésirables, les adventices, qui est le terme approprié, elles ne sont pas mauvaises, les herbes elles sont juste indésirables, par les ronces, et si des arbres repoussent dans son champ, évidemment il ne va pas pouvoir cultiver, donc il va perdre son gagne-pain. Vous comprenez que le paysan il a besoin de s'assurer que dans son champ ne poussent ni les ronces, ni des plantes indésirables, et ni des arbres évidemment, sinon il n'y a plus de champ. Et donc la forêt, pour nous aujourd'hui, peuple de paysans, la forêt c'est l'ennemi. Les paysans ne comprennent pas si on plante des forêts parce qu'ils disent non, la forêt ça ne nous nourrit pas, ce qui nous nourrit c'est le champ, donc il faut raser les forêts, c'est ce qu'on fait. Dites pas qu'on ne le fait pas, parce que c'est ce qu'on fait partout en France, mais c'est aussi ce qu'on fait surtout. Du coup, comme nous on dit on veut protéger nos forêts, on va raser en Amazonie pour faire pousser du soja, pour nourrir notre bœuf que nous on va manger et nos hamburgers. Je rappelle qu'un hamburger c'est 1 mètre cube. 1 mètre cube, pas 1 mètre carré, c'est 1 mètre cube de forêt détruite. Un hamburger, c'est 1 mètre cube de forêt détruite. Et qui plus est de forêt amazonienne. Mais tout ça pour dire que c'est la peur de l'inconnu. La biophilie, c'est l'amour de la nature. La nature nous fait du bien. Et c'est important que les enfants... On a fait une vidéo avec une ergothérapeute, il faut la regarder, Else Deman, qui fait de l'IMP, qui est certifiée en IMP, qui est ergothérapeute, et qui fait l'école du dehors avec les enfants. Elle amène les enfants dehors une journée entière par semaine et ça change toute la semaine entière. Ça change tout. Et grâce à ça, regardez cette vidéo, Else Deman, l'école du dehors,
c'est génial. Et là, les enfants vont pouvoir aimer. Et là, ils vont pouvoir apprécier ce qu'on appelle l'écologie et défendre la planète et chercher à protéger le peu qui nous reste de nature. Et c'est une question de survie. Pour être heureux, pour être en bonne santé, nous avons besoin de 5, c'est au minimum, en tout cas Franck parle de 5 formes d'alimentation, de nourriture. Bien sûr la nourriture comestible, la nourriture motrice, le mouvement, les interactions sociales, faire l'expérience de choses, s'impliquer dans les choses, et enfin la nature. Dès qu'on est en contact avec la nature, la pression sanguine se normalise, un certain nombre d'hormones se régulent, notre corps va mieux, il y a plus d'interactions avec l'entourage et on bouge plus. Le simple fait, on voit là, il y a des études récentes qui ont mis en évidence que plus on habite loin de la nature, plus on est en mauvaise santé. Plus les gens sont proches, ne serait-ce qu'en ville d'un parc, les gens qui sont proches d'un parc sont en meilleure santé que ceux qui sont éloignés. Alors il y a plein d'effets à ça, il y a plein de choses qui sont liées à ça, des effets qui sont véritablement physiques et d'autres qui sont psychologiques. Plus on est éloigné de la nature, plus on est en mauvaise santé, plus on se rapproche de petites choses de la nature, meilleure est notre santé. Et quand on dit santé ici, ne pensez pas qu'au corps, c'est santé physique et psychique. D'autres études ont mis en évidence que si dans une salle d'attente d'un médecin, il y a des fleurs, il y a des plantes, eh bien les gens sont mieux et le traitement est plus efficace du médecin, le médecin a plus de résultats. Appelez ça effet placebo, que les gens préfèrent ce médecin-là que celui qui n'en a pas. C'est pas rien l'impact de la nature, c'est pas rien du tout le fait d'avoir chez nous un petit bout de nature. Alors des fois c'est juste une affiche, un dessin, une photo, un cadre, un fond d'écran, mais évidemment ce sont des succès d'années qui ne remplaceront jamais le fait d'aller interagir et de mettre nos corps dans la nature, nos visages, recevoir la caresse du vent, d'expérimenter le chaud et le froid, nos pieds, qu'ils aient des chaussures ou pas, expérimenter les creux, les bosses, les différentes textures. Regardez, nos maîtres de toute façon, ce sont les enfants. Regardez comment les enfants interagissent avec la nature, comment c'est une source infinie d'interaction, de jeu, d'expérimentation, de toucher, que ça ne les gêne pas, que ce soit chaud, que ce soit froid, que ce soit entre guillemets sale, parce que nous on a jugé que c'était sale, la boue ne leur fait pas peur, les feuilles, les débris, dans leur poche vous allez trouver, et tous ces enfants de 3-4 ans ou quoi, dans leur poche vous allez trouver des marrons, des bouts de bois, des cailloux, des trucs. Ça, c'est la véritable interaction avec notre environnement, c'est la véritable implication expérientielle, c'est la véritable biophilie. Et c'est indispensable pour nous, parce qu'on oublie que nous sommes avant toute chose des êtres vivants, des animaux, et que les animaux que nous sommes, même s'ils s'appellent soi-disant hommes sages, je ne vois pas comment un animal peut être qualifié de sage quand il détruit son biotope et son environnement et sa source de nourriture principale. Mais bref, c'est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc l'idée de Frank Forensich, alors pourquoi je vous en parle moi par rapport à ce qu'on fait, c'est que si vous êtes d'abord pour vous personnellement, se dire tiens, faire un petit peu l'état des lieux, où j'en suis au niveau de mon alimentation, comestible, cinétique, sociale, expérientielle et biophile, et est-ce que j'ai un petit peu de tout ça, et qu'est-ce que je pourrais développer dans ma vie, qu'est-ce qui me manque un petit peu, et qu'est-ce que je pourrais, est-ce qu'il faut rajouter plus de connexion sociale, d'expérientiel, donc de m'impliquer dans des choses, de plus de nature, plus de mouvement, ou de faire plus attention aux aliments que je mange. Donc ça c'est évidemment une première chose, c'est avant tout la question à se poser soi-même. On commence d'abord par ça, et puis ensuite, si vous êtes professionnel, que ce soit kiné, ostéo, podologue, là je dis exprès les gens qui travaillent au niveau du entre guillemets corps, posture, etc., ou psychologue, thérapeute, je sais pas quoi, kinésiologue, sophrologue, parce qu'on voit plein de professionnels comme ça dans nos cabinets, dans nos formations, ou ergothérapeute, psychomote, voilà, comme ça je cite un peu toutes les professions qu'on voit le plus couramment dans nos stages, préparateur physique, coach, etc. Eh bien, vous allez recevoir des gens. Ces gens, a priori, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils vont moyen, ou en tout cas ils cherchent à aller mieux.
Et donc ça peut être bien d'avoir cette grille aussi, de s'apercevoir. Évidemment, les gens viennent nous voir avec en général un symptôme, un petit problème, quelque chose qui cloche. Et c'est toujours bien de replacer tout ça dans un grand cadre, dans une vue d'ensemble, comme on peut le faire en posant ces questions de ces 5 points-là. Voir est-ce que la personne a accès à ces 5 formes de nourriture. Parce que s'il manque des choses de manière évidente, c'est sûr que je ne vais pas me sentir très très bien. Donc l'idée ici, c'est pas forcément d'avoir un questionnaire où il y aurait 5 questions pour savoir comment ça se passe au niveau de chacune de ces 5 formes d'alimentation. C'est pas forcément quelque chose de hyper structuré, mais c'est d'être ouvert à ça. Quand la personne nous parle d'elle, quand elle nous parle de ses objectifs, quand elle nous parle des raisons pour lesquelles elle vient nous voir et de ce qui se passe dans sa vie, et d'avoir un petit peu l'oreille qui se dit tiens, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Là, récemment, parce que j'ai pris, acheté, je ne sais pas comment on doit dire, les services d'un coach qui pour ma préparation physique, pour faire de l'apnée, etc., de la natation et tout. Dès le départ, il m'a posé des questions sur aussi, j'ai une formation au niveau alimentation, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta alimentation? Là, il pensait aux aliments. Donc, vous voyez, déjà, il a impliqué des choses au niveau alimentation comestible. Cinétique, évidemment, il m'a parlé de comment je bougeais, quelle était mon expérience du mouvement dans ma vie, quelles étaient mes restrictions de mouvement, des choses comme ça. Il ne m'a pas parlé du social, mais à un moment donné, il a beaucoup parlé de il m'a fait comprendre l'importance de l'expérientiel en disant qu'est-ce que tu ressens dans tes sensations après chaque séance. Il veut que je lui fasse un retour de mes sensations, de comment j'ai fait l'expérience du truc, pas juste la technique, pas juste j'ai fait mes longueurs de piscine. Qu'est-ce que tu as ressenti de cet exercice-là? Qu'est-ce qui t'a apporté? Ça, c'est quelque chose à avoir en tête, quel que soit notre métier. Donc voilà, d'avoir ça en tête, je pense que c'est une bonne chose quand on reçoit des gens. On a tendance, nous en tant que professionnels, notre réflexe, ce serait de suivre un peu ce que les personnes nous disent et d'aller dans leur sens. Et je pense qu'il faut avoir aussi cette vue large de remettre la personne dans un environnement. À partir du moment où je sais que pour qu'une personne soit en harmonie avec elle-même, elle a besoin de ces 5, nous avons tous besoin de ces 5 types de nourriture, eh bien je vais pouvoir poser d'autres types de questions et avoir un point de vue plus élargi et peut-être l'aider à trouver des objectifs qui correspondent mieux à ce dont elle a besoin. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les 5 formes d'alimentation d'après Frank Forensich dans son livre absolument génial, L'animal exubérant. Alors des pépites comme ça dans son livre, il y en a des tonnes. Ce chapitre-là, il fait peut-être, c'est peut-être un des plus grands chapitres du bouquin, il fait peut-être 8 pages. Mais ce bouquin-là, c'est pas un bouquin qui se lit du début à la fin, c'est chaque chapitre. C'est un article en fait, c'est un sujet. Donc vous pouvez ouvrir le bouquin n'importe où et lire le chapitre sur lequel vous tombez. Il n'y a pas de début, milieu et fin de ce livre. Tous ces livres sont comme ça. Sauf Manuel pour bouger qui est un peu différent. C'est un livre pratique avec des mouvements et la manière d'organiser le mouvement et de faire des séances de mouvement et tout. Mais Paléo Sapiens, c'est pareil. Tous les autres livres qu'il a écrits en anglais, sauf peut-être une ou deux exceptions. Et donc ça se lit hyper bien. Et on trouve un nombre de pépites dans ces bouquins phénoménal. Et à chaque fois on se dit mais c'est bien sûr, mais à chaque fois, chaque chapitre on se dit mais quelle idée géniale, mais comment on ne sait pas ça, pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? C'est le principe du biologiste incarné qui est Frank Forensich de nous parler de nous-mêmes. Et c'est génial. Je vous laisse sur ce beau bruit de voiture. Je vous remercie encore de m'accompagner lors de mes promenades quotidiennes. J'avoue que je ne sais pas encore combien de temps. Enfin, les promenades vont continuer, mais où je trouverai des choses à dire qui soient intéressantes. En tout cas, je suis content d'avoir fait ces différents épisodes de podcast pour donner un peu une base. Les gens se posent des questions sur quelle est un peu notre philosophie, notre manière de voir les choses en IMP. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Évidemment, tout ce que j'apporte ici, c'est des notions qu'on ne va pas aborder en long, en large, en travers dans les cours, mais ça vous donne un peu toute la philosophie, tout ce qui vient sous-tendre ce qu'on fait en IMP.
Et l'IMP nous permet, les formations, de mettre tout ça en pratique, de concrétiser tout ça, d'apprendre à recevoir les gens pour concrétiser un peu tout ça. Alors évidemment, on donne une structure de base et ces podcasts permettent d'élargir ce qu'on fait dans les cours. Et donc les gens qui ont suivi les cours avec nous peuvent continuer à se former grâce à ce podcast qui est complémentaire et qui ne remplace pas ce qu'on fait dans les cours. Vous imaginez bien que dans les cours, on n'a pas le temps de passer ces heures et ces heures à discuter de tout ça. J'aimerais bien que ce soit le cas, j'aimerais bien qu'on ait étudié tout ça à l'école et qu'on en discute et qu'il y ait des moments de réflexion autour de toutes ces thématiques-là. Mais voilà, je vous souhaite une excellente journée.